Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo comme je vous l'ai dit sur Instagram. Vous pouvez voir là le Instagram hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent voir voilà, ou directement sur YouTube. J'avais fait un post qui était en relation avec ça. C'est la foire aux questions, la FAQ, la première FAQ que je vais faire, et puis du coup ce sera peut-être pas la dernière si ça marche bien. Le principe il est simple, vous me posez des questions et puis si c'est pas trop personnel, bah, j'y réponds. Allez, on y va tout de suite avec la première question. Question de YT YouTube VC. Est-ce que ça va? Eh bah oui, écoute, j'espère que tu vas bien toi aussi. Moi ça va jusque là. J'ai préféré faire cette question en premier parce que on sait jamais que je réponde que ça et pas à la fin de la vidéo, ce soit pas moi. Ensuite, question de Florian Tréanton. J'espère que j'écorche pas ton nom, désolé. J'ai bugué quand tu as dit on est en septembre. Donc ça remonte à la vidéo qui est du coup la vidéo finale, la vidéo 35 de la première saison. Et tu me dis, mais après, chacun son rythme. Effectivement, j'ai quand même un rythme, un petit retard, on va dire, sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que, ben, quand c'est l'été, ou plutôt même quand c'est le printemps, je préfère avancer et cravacher à fond quand il fait plutôt beau, surtout quand j'ai des travaux qui demandent pas mal d'efforts et de temps. Les journées sont beaucoup plus longues en été et au printemps, voire à l'automne, hein, donc jusqu'à septembre-octobre, et du coup ça me permet de travailler sur la maison un peu plus tard. Et du coup quand forcément je rentre à la maison, il est 22h30, le temps de manger, le temps de me doucher, voilà, la vie quotidienne, ben forcément j'ai un peu moins de temps pour rester sur le PC. Alors que quand je suis en hiver, la différence c'est que comme il fait nuit à 18h, et que ça caille dehors, et ben forcément ça donne plus envie de rentrer pour faire un petit peu de vidéo. Donc ça c'est un projet, je vais vous en parler parce que c'est un projet, comme vous l'avez déjà vu sur d'autres grandes chaînes de rénovation, ce serait un projet de vous faire des vidéos qui sont calées. C'est-à-dire que voilà, je fais alors peut-être 1 ou 2 semaines d'écart, je fais ma semaine de travaux, et puis j'essaye de vous sortir le vendredi soir, la semaine d'avant, quoi. Donc je travaille du lundi au dimanche, je fais mes travaux, et à la fin du dimanche, jusqu'au vendredi d'après, je bosse sur le montage. Mais bon, comme vous pouvez vous en douter, c'est assez compliqué, surtout quand on a une vie un peu bien remplie. Quand on tousse. Moi un coup ça ira mieux. Je te conseille de boire un coup aussi. Franchement, si tu regardes une FAQ, pose-toi, mets-toi dans le canapé, mets-le sur ta télé ou mets-toi dans ton lit. Ça se trouve, tu fais comme moi. Des fois, tu regardes les vidéos le soir, tard, dans ton lit. Mais pose-toi, tu vas voir, ça fait du bien. Question suivante de Babor Tribor. Comment ça s'isole les murs en pierre d'une ancienne maison comme la tienne? Eh bien, écoute, très très bonne question. Parce que, très clairement, on ne peut pas isoler comme aujourd'hui les parpaings, etc. Donc on va faire 2 catégories, et après je vais vous expliquer un peu mes choix. Donc la première catégorie, c'est la maison neuve, qui au jour d'aujourd'hui maintenant est en briques, en parpaing, enfin en matériaux un peu nouveaux. Une maison ancienne comme la mienne. Donc pour rappel, ma maison... elle est donnée avant 1850. Donc en fait, on n'a pas réussi à la dater, mais on savait qu'en 1850, elle était déjà là. Je sais que j'ai retrouvé des Napoléons, donc des petites pièces, des Napoléons, dans le grenier. Donc voilà, j'ai pas réussi à dater plus que ça, mais on nous a dit, dans tous les cas, c'est sûr, avant 1850. Donc les maisons en pierre comme ça sont montées avec, déjà vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, elles sont montées directement avec une fondation superficielle. Donc superficielle, ça veut dire qu'en gros on a mis à ras la terre, on a commencé à mettre des pierres dessus, on a mis un léger mortier avec du sable et de la chaux, et à l'époque la chaux c'était quand même quelque chose de très noble, donc... il n'y en avait pas forcément beaucoup. Autant dire que dans certains murs de la maison, on peut même gratter avec le doigt et ça fait tomber du coup le mortier. Donc là, c'est qu'on a une dose de chaux qui est vraiment très faible. La particularité de ces murs, c'est que ces murs n'ont pas de barrière de capillarité.
Donc en gros, vous avez votre terre, donc la terre, le sol, sur lequel reposent toutes les pierres, etc. Et par capillarité, un peu comme un sucre dans un café quand vous le posez au milieu, l'humidité va monter dedans. C'est ce qu'on appelle l'humidité ascensionnelle. Donc ce genre de mur-là, ça a des précautions à prendre, et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de questions avec la dalle béton qui a les hydrofuges, etc. La particularité de ces murs, c'est que du coup, selon le temps qui fait, l'humidité à saison, ces murs vont plus ou moins absorber de l'eau, sous forme liquide ou sous forme vapeur, et on va dire évaporer tout ça par les murs, quoi, tout simplement par les faces des murs, intérieur, extérieur. Donc nous, quand on a acheté la maison, on savait qu'il y avait des problèmes d'humidité parce qu'on a vu que certains murs étaient creusés directement, c'était creusé, c'est l'humidité tout simplement qui, en s'échappant, fait s'effriter le mur. Et de cette affaire-là, ces murs-là, il faut les traiter différemment. Il y a un terme qu'on appelle la perspirance. Donc la perspirance, c'est qu'en fait, il faut absolument que quand on isole un mur, il puisse toujours respirer. Ou plutôt perspirer. On respire, nous, humains, on respire. Un mur, un matériau, il perspire. Donc en gros, c'est une perméabilité à la vapeur d'eau et à l'humidité, quoi. Donc je suis pas professionnel là-dedans, peut-être que je vais dire une connerie ou dire des termes qui sont un petit peu, peut-être pas trop adaptés, mais c'est de ce que j'en ai compris. En gros, ce qu'il faut, c'est des matériaux perspirants. Et quels sont les matériaux perspirants? On va avoir la fibre de bois, on va avoir la ouate de cellulose, l'enduit terre-paille, on va avoir tout ce qui va être un petit peu biosourcé. Tout ce qui ne pourrait pas être par exemple perspirant, on va avoir le TMS, le polystyrène, voilà, tous ces isolants haute performance qui sont maintenant donnés pour toute l'isolation extérieure des maisons neuves. Et donc pour finir sur la question comment s'isole un mur en pierre dans une maison comme la tienne, eh bien tout simplement il faut créer une ossature pour fixer, alors de préférence quand on a des murs en pierre qui s'effritent un peu comme les miens, il faut créer au sol une nouvelle structure qui va supporter le poids de tout l'isolant, tout simplement. Pourquoi? Parce que si on commence à mettre des chevilles, etc., on a un risque que ça bouge avec le temps et que du coup ça se casse la gueule, tout simplement. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est une structure qui serait autoportante, bien souvent en bois, bien fixé, et puis après on monte en ossature bois avec bien souvent 2 couches croisées de fibres de bois. Après ensuite on peut réenduire avec des matériaux spéciaux, on peut faire un enduit directement dessus, donc bien entendu si on fait un enduit par dessus, il faudra que ce soit un enduit à la chaux, sérociment, parce que le ciment il bloque le passage de l'humidité. Donc voilà comment ça s'isole les murs en pierre, voilà ma réponse, et j'espère qu'elle est pas trop longue et que je dis pas trop de conneries. Sachant que je connais pas tout, je suis pas un gars du bâtiment, mais ça, j'ai vu d'autres questions, savoir quel était mon métier. Encore une question de YTVC. Excuse-moi, je ne saurais pas trop dire comment on dit ton pseudo. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu t'attendais à ça ou pas lorsque tu t'es lancé dans ce projet de fou? Alors, je vais pas vous mentir, je vais rester très clair. Moi, oui. Je savais que ça allait être un projet de taré. D'autant plus que ma principale priorité, c'était de le faire seul, d'apprendre à le faire, de vouloir le faire et d'être fier de le faire moi-même. Après, côté ma femme, elle pensait pas que c'était autant. Voilà. Elle pensait pas que... et puis d'ailleurs, je me demande aussi, moi je me pose les questions moi-même, si est-ce que c'est pas moi qui suis tout simplement lent et amateur, donc... je prends énormément de temps pour faire les choses, parce que c'est vrai que quand je regarde beaucoup de chaînes de rénovation, d'ailleurs je vous invite à regarder aussi les copains qui présentent leurs projets, quand on voit voilà, ces autres chaînes faire, ils se donnent des objectifs du type dans 6 mois on emménage, dans 1 an, dans 2 ans, enfin waouh, ok les gars, ouais vous avez, je sais pas ce que vous avez, mais vous êtes des... vous y allez quoi. Après, est-ce qu'ils ont autant de choses à faire? C'est vrai que moi, j'ai 300 mètres carrés de dalles en béton à refaire, sachant qu'en plus, il faut refaire
Les fondations, on va y venir parce que j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur les fondations. Des ouvertures dans les murs porteurs, j'en ai quand même 9. Et dans un mur en pierre, on n'est pas sur... je prends une scie, je découpe le parpaing, j'étaye et c'est fini. Moi, pour la première fenêtre que j'ai ouverte, m'a pris au moins une semaine juste à ouvrir et sécuriser. Et encore, j'étais en vacances, donc c'était 8h-20h. Et donc, du coup, voilà. Ça, c'est... oui, le projet que j'ai choisi, il est énorme. Et beaucoup de monde, j'entends beaucoup de monde me dire, mais enfin, pourquoi tu fais pas juste, tu replaques par-dessus du placo, et puis voilà, t'isoles de l'intérieur, tu mets du placo, rail placo, hop, laine de verre, et puis t'es tranquille. Alors oui, ça ferait joli, ça serait beau, ce serait fini beaucoup plus rapidement. Par contre, moi, ce que j'ai envie, c'est d'une maison... En fait, j'ai envie de la garder, cette maison. J'ai envie que cette maison, finalement, dure dans le temps. Et qui plus est, si j'ai envie d'un autre projet, j'ai envie de garder cette maison et d'en refaire un autre plus tard. Voilà. Mais je ne vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, si déjà à la fin de ma vie, j'ai fini cette maison, je serais très content. Donc oui, je m'attendais à ça lorsque je me suis lancé dans ce projet de fou. Par contre, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Là, je réfléchis depuis le dernier hors-série. Je vous mets un petit lien là pour l'épisode 21. Je vous explique pourquoi, plus ou moins, j'hésitais en gros entre refaire un appartement dans ma grange, qui serait loué après, puisque du coup après on n'en aurait plus besoin, ou vivre, on va dire provisoirement, dans des caravanes, dans des mobil-homes. Et du coup, voilà, là-dessus, par exemple, après cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, on a été trop bête. Et enfin, je dois m'en vouloir qu'à moi-même, puisque c'est un peu moi qui ai monté tout le projet de A à Z. On a été un peu bête, parce que finalement, on aurait pris une partie du montant des travaux, on aurait juste fait cet appartement, et après on aurait avancé comme on pouvait, mais au moins on serait dans un appartement... bon, pas très grand, hein, puisque du coup, là, c'est type 55 mètres carrés, donc 2 chambres. Et puis voilà. Mais ce serait tout neuf, on serait jamais trop dans la poussière. Enfin, vous imaginez pas, là, le bazar que c'est. C'est-à-dire qu'à peine je vais claquer la porte, tellement c'est ancien, à peine je vais claquer la porte, j'ai des fois des rideaux de poussière qui descendent, quoi. Tout simplement parce que les planchers sont anciens. Avant, ils étaient isolés, ils mettaient les planchers, donc entre les lattes, c'est des fois il y a des jours, hein, c'était des planches taillées à la hache, quoi. Donc à la hache, on peut pas dire que c'était une belle scie droite circulaire qui faisait la découpe. Et du coup, c'était derrière isolé avec de la terre, puis un lit de paille, et puis voilà. Donc ouais, habiter dedans, là, si je tape du poing sur mon bureau, je sais que voilà, derrière la fenêtre, il y a souvent un rideau de sable qui va tomber, quoi. Donc pas très pratique. Mais voilà, c'est un projet de fou et je suis content de le partager avec vous parce que je vois que ça intéresse quand même beaucoup de monde et moi ça me fait plaisir de voir que vous êtes intéressés, même si c'est pas facile pour moi. Mais au moins derrière, en plus, j'arrive à avoir un retour de vous. Et puis vous êtes plutôt bienveillant à me dire souvent ah, attention, il y a ça, il y a ça. Et je rejoins du coup le côté qui m'embête un petit peu à l'heure actuelle, de dire là actuellement je ne peux pas réagir par exemple sur les dernières préparations de ma dalle. C'est quelque chose que je savais et que j'ai vu en faisant le montage et vous me l'avez assez nombreux, vous avez été assez nombreux à me le rappeler. L'écartement des treillis soudés, il est pas bon. Il est pas bon et quand je l'ai vu j'ai fait mais merde quoi. J'ai fait putain mais j'ai fait cette erreur là. Et le temps que je sorte la vidéo, la dalle elle est coulée. Elle a été coulée en septembre. Donc voilà. Question d'Anthony Adèle Rose. Salut, d'où te viennent tes connaissances dans la rénovation? Eh bien écoute, mes connaissances sont tout simplement des renseignements. Donc internet. Principalement internet. YouTube. La construction. Alors la construction j'en ai fait un petit peu dans ma jeunesse. Par contre, j'étais électricien, donc c'est quand j'ai fait mes BP électricité, etc. Où là, j'ai travaillé dans la société Bouygues Construction. Mais j'étais électricien, donc j'ai pas touché de ciment, j'ai pas touché de trucs comme ça. Je saurais même pas dire comment c'est venu. Par contre, les connaissances, après, c'est Internet. C'est, tiens, comment couler une dalle béton. Beaucoup de choses sur Internet, des vidéos.
Quelques bouquins, surtout pour tout ce qui est rénovation du bâti ancien. Donc bâti ancien, je me suis basé sur des livres de Monique Serrault. La rénovation, ça s'apprend dès que... À l'heure actuelle, vous me demandez est-ce que tu sais poser une plaque de plâtre, je te réponds non. Hein. Je sais pas parce que je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. La plomberie, quand j'ai refait vite fait la plomberie, ben voilà, j'ai appris les raccords, les diamètres. On va dire que je prévois un petit peu à l'avance, savoir qu'est-ce qui va être le prochain projet, etc. Donc là, actuellement, le prochain projet, c'est l'ossature bois. Et ben, j'ai pris le DTU de l'ossature bois, et puis au petit-déj, matin, midi et soir. Et puis j'ai regardé un petit peu. Alors dans tous les cas, j'ai une très très mauvaise mémoire. Donc je le garde un peu de côté et je le relis de temps en temps. Voilà, quand j'ai un doute, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose. Donc forcément, c'est aussi là que ça, c'est un peu long, mais ouais, principalement je suis autodidacte sur internet, quoi. Question suivante de Amaury. On voit quelquefois des voitures dans tes vidéos. Tu es passionné d'automobile et si oui, quels sont ces bolides? Alors oui. C'est-à-dire qu'avant de me lancer dans la rénovation de ma maison, je suis un passionné de drift. Voilà. Pour tout vous dire, avant, avec l'appareil que vous avez juste là, je faisais des vidéos de drift sur circuit, donc j'étais vidéaste. Et pourquoi plus derrière la vidéo que derrière le volant? En gros, acheter les voitures et préparer une voiture, ça coûte quand même beaucoup plus cher que d'assister. Et voilà. Et dans tous les cas, ma passion du drift, donc pour ceux qui ne savent pas, le drift, en gros, c'est avec sa bagnole, la mettre en travers dans les virages et du coup, voilà, prendre le plus d'angles et le plus de vitesse. Et avec ça, on fait des battles. Moi, voilà, j'ai participé un petit peu à plusieurs events. Et depuis l'achat de la maison, du coup, j'ai un petit peu laissé cette passion-là de côté, parce que, comme toute passion, le drift, bon, ça peut aussi coûter un peu de rond, et à l'heure actuelle, je préfère que ma famille vive dans de meilleures conditions plutôt que de me faire plaisir. C'est un peu un plaisir à gâcher du fric, hein, parce que clairement, quand on va sur un circuit pour cramer de l'essence, cramer du pneu et voilà, et se donner la banane, parce que moi ça me donne la banane, c'est sûr que à la fin de la journée, t'as cramé tes pneus, t'as cramé ton essence, et t'as juste qu'une satisfaction, t'as rien apporté de plus à ton quotidien, mis à part ta propre satisfaction. Donc oui, je suis un passionné automobile, j'ai d'ailleurs passé un... Oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle, bon bref, c'est un BEP méca, et du coup, pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé avoir les mains dans le cambouis. D'ailleurs, je pense que ceux qui me connaissent réellement et qui voient cette vidéo se diront tout de suite, oui, c'est un taré de bagnole, parce que quand il marche dans la rue, des fois il fait des bruits de bagnole. Oui, c'est... Voilà, j'en suis à là, hein. J'ai le niveau quand même qui est un petit peu, voilà, qui monte. Hein. Et donc, quels sont mes bolides? Alors, je voulais absolument m'acheter un véhicule de drift, et donc du coup, je suis passé sur une Nissan 200SX des années 2000, donc qu'on appelle plus communément une S14A, une Silvia. Alors, ensuite, dès que j'ai appris l'arrivée prochaine de mon premier enfant, je suis passé sur un break. Et donc c'est la Lexus grise que vous avez déjà pu voir, donc c'est une Lexus IS300 Sportcross, donc Sportcross pour le break, IS300 donc c'est un moteur 3 litres de JZ, c'est un 6 cylindres, ça chante comme un 6 cylindres de Supra, quoi, c'est... Comme j'ai changé de métier, et ça va faire partie d'une autre question, comme j'ai changé de métier, j'ai maintenant un véhicule de fonction, donc je n'utilise plus la Lexus. J'ai oublié une petite voiture, c'est la Renault 5. Alors à la base, c'était mon premier daily, celle que je voulais récupérer pour éviter justement de prendre la Nissan. Alors la Nissan, pour tout vous dire, c'est un 4 cylindres turbo, c'est du 14-15 litres au 100 quand on essaye de pas appuyer, quoi, hein. Ça fait quand même que c'est une voiture qui n'est pas raisonnable pour conduire tous les jours. Enfin, sauf si vous avez l'argent, hein, si vous avez le pognon, allez-y. Hein. Il y en a qui le font, hein, mais c'est vrai que pour aller au boulot, etc. Donc moi, je voulais une petite voiture.
de tous les jours, et du coup c'est vrai que ma meilleure amie vendait sa Renault 5 et du coup c'est là que je l'ai acheté. Et du coup voilà, c'était la petite voiture pour aller se déplacer à gauche, à droite, donc très bien. Et j'ai gardé ce véhicule pour ma femme, pour qu'elle puisse l'utiliser. Le tour des bolides, donc là maintenant je suis passé en voiture de fonction, j'avais une Ford Focus Break et du coup c'était une voiture provisoire. Et là du coup, maintenant que j'ai 2 enfants et besoin de place pour la rénovation, j'avais commandé un Citroën C4 Space Tourer, donc voilà, bienvenue dans la famille. Passionné automobile, mais du coup pour l'instant ça a quand même été beaucoup ralenti. Question suivante de Fabien Goubet. Allez, pour être sûr que tu en parles comme le commentaire plus bas, la Lexus. Pourquoi Lexus? Quelles sont les qualités? Qu'est-elle devenue? Tu peux broder avec les autres voitures. Et sinon, bravo pour ta patience devant tant de travaux à venir et ton humour. Alors, merci beaucoup pour mon humour, parce que je dois te le dire, il plaît vraiment pas à tout le monde. On va faire vite parce que c'est pas le but de la chaîne, les voitures. Donc la Lexus, pourquoi Lexus? Pour la fiabilité, c'est un 3 litres de JZ. C'est increvable, ça je suis sûr que ça passera les 500 000 km. Quelles sont les qualités? Alors, comme c'est une Lexus, pour tout vous expliquer, c'est la marque de luxe de Toyota. Donc c'est des bagnoles qui sont assez chères. Mais, voilà, à l'intérieur j'ai full cuir, les sièges chauffants, les sièges électriques. Pour une bagnole des années 2000, c'était vraiment, voilà, j'ai le toit ouvrant, c'était vraiment le feu. Et le confort là-dedans, c'est la vie. Qu'est-elle devenue? Ben écoute, elle est dans le jardin, elle patiente et voilà. Et je pense peut-être la vendre parce que vu que maintenant j'ai une voiture de fonction, c'est un peu bête de dépenser de l'argent à l'entretenir. Question suivante. Julien Hadzig. As-tu des plans 3D à partager et tu te fixes quel objectif sur 2021? On revient dans la rénovation. Ouais. Donc, as-tu des plans 3D à partager? Alors, actuellement, j'avais fait tous mes plans sur le site Cozy Casa, qui propose de faire du plan 3D. Moi, je suis assez balèze pour faire tout ce qui est ouverture, etc., vérifier les cotes, les choses comme ça. Par contre, pour tout ce qui est déco, je suis vraiment naze. C'est un peu comme pour le placo, j'ai pas encore vu, je me suis pas encore vraiment plongé dedans, j'ai quelques idées mais je suis pas encore déjà à décider de la couleur de mes futurs murs, surtout que si ça se trouve ce sera dans 5 ans, dans 6 ans, j'en sais rien du tout, donc voilà. Donc les plans 3D à partager, il y a peut-être une surprise qui va se faire, j'ai eu un contact qui va me proposer, donc peut-être, voilà, on va pas en parler trop, mais peut-être dans les jours, les semaines à venir, mois à venir, je sais pas, peut-être qu'il y aura un petit partenariat, voilà, comme un échange de bons procédés, sur des plans 3D, puisque du coup, ça concerne des plans 3D pour la maison. Ensuite, la deuxième partie de la question, tu te fixes quels objectifs sur 2021? Donc là, 2021, on va pas se mentir, c'est construction de l'ossature bois. Donc 2019-2020, là je suis en train de travailler sur la vidéo des 1 an de rénovation. Et du coup pour 2021, le but là c'est monter l'ossature bois et faire le maximum dans l'ossature bois. Vraiment si je pouvais fixer un objectif, ce serait que toute la structure bois, les murs, les ouvertures, le plancher, le deuxième plancher, que ça se soit fait pour 2021. Alors question suivante de Brico Manu. Bonjour, pourquoi cassez-vous la dalle? Alors cette question-là, elle revient très fréquemment et c'est pour ça que je voulais la traiter, même s'il n'a pas été mise dans un des posts pour la FAQ. En gros, on va faire de très grosses modifications sur le bâti dans cette maison. Donc pour vous expliquer, en gros, c'est une maison qui fait 11 mètres par 11 mètres, donc à peu près 110 mètres carrés de surface par étage et on a 3 niveaux. On pourrait même en faire un 3e et demi, quoi, en fait. Vu qu'on va modifier, donc dans le projet, vu qu'on va ajouter 3 dalles béton, rez-de-chaussée, premier, deuxième, ça va, on va dire, ajouter une charge sur les murs existants qui va être beaucoup plus forte que les planchers en bois comme on a actuellement. Et donc, moi, toutes ces modifications, plus je vais vous rajouter aussi les 9 ouvertures dans les murs porteurs, puisque je vais faire des baies vitrées de 3 mètres, etc. et des ouvertures pour ouvrir les salons, salle à manger, cuisine, etc. Et ben, moi je suis venu dans un bureau d'études en leur disant, écoutez, moi je voulais savoir si c'était possible de faire ça, et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bureau d'études m'a dit, de toute façon, tout est possible,
Il m'a dit on peut très bien faire une ouverture de 6 mètres de long, il n'y a pas de souci. Même s'il y a énormément de charges à reprendre, dans tous les cas, la seule chose qu'il va falloir, c'est ferrailler comme un... voilà. Donc du coup, le bureau d'études m'a tout simplement dit, il faut refaire des fondations à l'intérieur. C'est comme si, en gros, vous aviez vos fondations là actuelles de maisons anciennes, et que du coup, bah, là-dessus, on va rajouter une première dalle, puis on va rajouter une deuxième dalle, puis on va rajouter une autre dalle, sachant que le terrain n'était pas fait vraiment pour, puisqu'il a été juste comme ça. Alors certes, certains diront oui, mais ça fait 150 ans qu'elle est là, la maison, si ça devait se tasser, ça serait fait déjà depuis longtemps. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat, j'ai demandé à un professionnel, je suis ce que me dit le professionnel, d'autant plus que je pense qu'ils prennent quand même des marges qui sont assez exceptionnelles sur le dimensionnement des choses. Et donc du coup ils m'ont dit, on refait sur tout le mur périphérique qui est sur l'extérieur, on refait des fondations qui vont s'ancrer dans la fondation existante, ce qui fait que du coup, et qui vont aussi s'ancrer dans les dalles, pour que justement, en fait, au lieu que tout repose sur ces fondations extérieures, eh bien ça repose et sur la fondation extérieure, et comme c'est lié avec les dalles, eh bien que ça repose sur une surface qui est beaucoup plus grande. Et du coup, ça éviterait, à mon avis, d'avoir des tassements différentiels ou des choses comme ça. Moi, on m'a dit, faut faire comme ça. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Tenez, voilà le chèque, parce que forcément, une étude, ça se paye quand même assez cher. Et derrière, ben voilà, moi j'ai exécuté. Là-dessus, voilà, il n'y aurait eu qu'une seule ouverture, on va dire, à faire. Bon, on vient, on fait intervenir un maçon, il me dit à peu près ce qu'il veut, etc. Attention, je dis pas que c'est la chose à faire, hein. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule ouverture à faire et que vous touchez à une structure, à un mur porteur, faites appel à un professionnel. Un professionnel qui saura vous dimensionner quelque chose. 5 ans après, 8 ans après, vous avez une fissure, vous voyez que votre maison bouge, l'assurance vous dira qui est-ce qui a fait le calcul de cette ouverture. Et là, le maçon, il pourra dire bah ouais, vous avez respecté quoi comme calcul, etc. Donc bon, les maçons, avec le temps, ils savent quoi mettre. Mais faites appel à un professionnel, hein, vous lancez pas là-dedans. Oh non, mais c'est bon, j'ai vu Jean-Hugues, il a fait comme ça. Bidule Eudes, il a fait comme ça. Non, c'est bon. Chaque maison est différente. Chaque zone en France est différente. Ici, je suis dans une zone à sismicité modérée, ce qui fait que je suis en zone 4. Donc ici, les tremblements de terre, c'est pour tous, hein. Et donc du coup, comme vous pourrez le voir aussi, tout ce qui est ferraillage, eh ben c'est pas du tout les mêmes normes. Donc bon, je dérive un petit peu. Pourquoi cassez-vous la dalle? Eh bien tout simplement parce que le bureau d'études m'a dit que pour notre projet et pour tout ce qu'on va faire dans la maison, il faut renforcer tout ça. Et donc voilà pourquoi j'ai cassé les dalles. Le deuxième point qui va être positif, c'est que du coup, toutes les dalles du rez-de-chaussée vont être au même niveau. Le plancher chauffant va être en une seule fois au même niveau, donc ça va être parfait. Et donc après, si on se pose la question aussi, pourquoi des dalles en béton partout? C'est tout simplement parce qu'on souhaite du plancher chauffant au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième. Allez, chanson suivante. Et non, je ne suis pas en train de chanter. Putain, mais sérieux. Question suivante de Captain Bricole. Salut, tu as dû l'expliquer mais j'ai loupé l'info. Pourquoi de nouvelles fondations dans la maison? Bon taf. Alors, Captain Bricole, merci beaucoup. Je viens de répondre juste avant, désolé, j'aurais dû regarder mes questions juste avant, mais du coup, tu peux revenir 2-3 minutes avant. J'aurais dû lire les deux questions en même temps. Ensuite, Marco au boulot, question Hello, quel est l'intérêt d'aller solidariser ta dalle avec les fondations de la maison? Tout simplement pour la reprise de charge. Les fondations de la maison sont ici, je viens creuser pour que du coup, il y ait des barres en béton qui viennent à l'intérieur, et que du coup les charges viennent s'appuyer dessus. Ça vient s'appuyer aussi sur la nouvelle fondation à l'intérieur, et ça vient aussi s'appuyer avec toute la dalle sur le hérisson. Et du coup là, quand c'est solidarisé comme ça, la surface d'appui est immense, et du coup bah, on risque moins des déchaussements de terrain. Question suivante de Yacine. Salut Yacine, et merci pour tous tes petits messages qui font vraiment plaisir. Je vois que tu me suis depuis le début, donc voilà, je voulais te remercier. Puis, question du coup de Yacine.
Quand tu comptes terminer tes travaux? Je vais m'arrêter sur cette question, j'ai pas d'objectif. Quand j'ai acheté cette maison, je me suis dit, c'est parti pour 25 ans. Voilà, le projet dans son ensemble, il est immense. Et ce qui change en gros de la rapidité, c'est le temps que je peux y consacrer. À l'heure actuelle, là, on est en février, je peux passer un dimanche par semaine. Voilà, c'est tout. Je travaille un jour par semaine dans la maison. Pourquoi? Parce que mes enfants ont 2 ans et 4 ans, ils ont besoin quand même de pas mal d'attention. La semaine, j'ai le travail, puis il faut tenir la maison, etc. Donc voilà. Là, en ce moment, c'est que le dimanche. Et du coup, je pense que à ce rythme-là, même dans 30 ans, j'aurais pas fini. Par contre, ce que je vois déjà, c'est que mes enfants vont grandir, donc ça va libérer un petit peu. Eux, ils peuvent jouer dans le jardin, et puis c'est surtout qu'en grandissant, moi je vois un peu l'avenir comme ça, c'est qu'en grandissant, ils vont avoir un petit peu moins en moins besoin qu'on soit là tout le temps, et du coup, ça risque de me laisser, notamment les samedis où je les garde toute la journée, puisque ma femme travaille le samedi, ça risque de me laisser du temps pour justement une journée en plus. Et mine de rien, une journée en plus, c'est un chantier qui va 2 fois plus vite. Deuxième partie de question, quel est le budget que tu t'es fixé pour achever tes travaux? Je vais pas te mentir, j'ai pas fixé de budget. J'y ai réfléchi un petit peu, je pense qu'il faut lâcher entre 200 et 250 000 euros. J'ai peur d'être un peu loin du compte. Mais ouais, j'y ai pas réfléchi. Alors il y en a qui diront mais c'est n'importe quoi, tu t'es lancé dans un truc, t'as même pas fait chiffrer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je m'en fous parce que c'est... Enfin franchement voilà, c'est ma passion de m'investir dans ma maison et finalement... Certes, c'est très difficile, physiquement, moralement, de buter tout le temps sur des choses qu'on connaît pas, hein, forcément, quand on est amateur. Mais voilà, moi, mon but, c'est pas de rusher et d'avoir fini dans 2 ans, et voilà. Je pense que si déjà on est sur 250 000 euros de matériel et de temps en temps sûrement des postes qui vont être faits par des professionnels, je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Actuellement, la toiture, bon, il y a quelques endroits, la toiture, on commence à sentir qu'elle est vieille. Elle a 150 ans et je pense qu'il y a une partie qui a été refaite un peu plus tard. Voilà, j'ai fait deviser la toiture. La toiture, on m'a dit, c'est 65 000 euros. C'est lourd, hein. 65 000 euros, faut les trouver, hein. Pour parler budget... Nous, on fonctionne un petit peu au jour le jour, donc c'est des économies tous les mois qu'on met, ma femme et moi, sur un compte, et puis voilà, quoi, dès que l'argent est là, on avance, mais comme je suis tout seul, il y a quand même ce côté où ça va pas trop vite pour cramer 10 000 euros d'un coup, et puis être obligé d'attendre 6 mois à 1 an pour recramer encore de l'argent, donc voilà. On s'est pas fixé de limite, sachant que en plus, moi ce que je cherche à chaque fois, c'est les performances, la qualité et le confort, quoi. Je vais pas rusher en me disant tiens, je vais mettre ça parce que c'est moins cher. Donc voilà, La fin de la question de Yacine, du coup, c'est sinon bon courage à toi pour la suite. Merci beaucoup Yacine et à très bientôt pour un nouveau petit commentaire. Il n'y a pas de souci, je serai là pour y répondre. Question suivante de Lenny Lascourège. Salut, quel est ton travail à la base? Continue comme ça, c'est cool. Alors merci si tu trouves ça cool, ça franchement ça me fait vachement plaisir et c'est pour ça que je continue à l'heure actuelle. Il me semble qu'il y avait une autre question, question d'Alex Investi qui me disait salut Kogi. Alors moi je vais pas du tout être indiscret, mais comment s'appelle madame et les enfants? Je rigole bien sûr. Plus sérieusement, j'ai cru comprendre que tu avais déjà rénové en attente, pourquoi ne pas faire bien directement? Et la question qui revient, c'est que fais-tu comme travail? Bon courage. Donc du coup, à l'heure actuelle, le statut, hein, en gros, le titre de mon travail, c'est ingénieur service itinérant. Bon, c'est un titre, hein, voilà. En gros, pour résumer totalement, je suis un technicien qui fait tout. Les devis, la gestion de tout un secteur, et du coup je suis en itinérance puisque je travaille en gros sur tout le quart sud-est de la France. En gros, on n'a qu'à dire Marseille, Dijon et Suisse francophone. Du coup je travaille sur des machines d'ultra haute précision,
mesure de surface, des choses comme ça. C'est assez complexe, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, du coup pour répondre à Alex Investi, pas du tout indiscret, comment s'appelle madame? Bon madame, j'ai pas envie de parler de madame parce que ben j'ai pas demandé son consentement. Les enfants, donc mon fils qui a 4 ans s'appelle Maxence et ma fille s'appelle Lou et elle a 2 ans. Donc tu rigoles, je me doute bien que tu rigolais mais ça me dérange pas d'en parler. Par contre pour madame, vu que j'ai pas demandé son avis, je vais pas, voilà. Je viens juste de voir, là je suis en train de faire le montage de la FAQ, j'ai juste oublié une partie de ta question, désolé Alex, donc je la rajoute juste en audio. Donc j'ai rénové en attente, pourquoi pas bien faire directement, parce que ça demande tout simplement de faire en grand. Par exemple là pour les dalles béton qui sont au rez-de-chaussée, je peux pas directement passer le TMS puis la chape parce que ça va me condamner, on va dire, tout le rez-de-chaussée pendant un mois, et du coup je peux pas vivre sans rez-de-chaussée pendant un mois par exemple. Pour parler par exemple toujours de l'isolation et du plancher chauffant, ce plancher chauffant il va être entier sur toute la dalle, donc ça veut dire qu'il faudrait que mes ouvertures soient faites, mes ouvertures dans les murs porteurs. Par contre, pour que mes ouvertures dans les murs porteurs soient faites, il faut absolument que je fasse la dalle de l'étage. Pour que je fasse la dalle de l'étage, il faut absolument que je ne vive plus dans la maison. Donc voilà, c'est tout un enchaînement de choses qui font que finalement on se coince un petit peu à vivre dans la maison. Et déjà qu'on s'est vraiment beaucoup retardé la chose, parce qu'à chaque fois il fallait déménager à gauche, déménager à droite, virer tout dans une pièce, etc. Et donc voilà pourquoi on ne fait pas tout d'un coup, directement. Question de Brice GTA. J'aime bien GTA. Ah, c'est un de mes jeux favoris. Tu fais quoi comme travail? Ça, c'est le mec qui a bien lu ces questions. Je viens d'y répondre juste avant, donc Brice GTA, merci pour ta question, et du coup, je viens d'y répondre juste avant. Olivier Dupeuble. Olivier me demande, dans quelle vallée es-tu? Alors, j'ai pas envie de répondre à cette question, sachant que, en gros, ce que j'ai envie de dire, juste pour préciser, c'est que je suis en Haute-Savoie et je suis à l'ouest d'Annecy. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai envie de dire. Et je voulais pas faire plus de détails que ça, parce que j'ai pas vraiment envie qu'un jour, finalement, quelqu'un arrive à retrouver où j'habite, parce que j'en ai pas envie, voilà. J'espère que, Olivier, tu seras pas dégoûté, que je puisse pas te répondre plus que ça, mais voilà, comprends que je suis à l'ouest d'Annecy, et je ne suis pas dans une ville où c'est 400 000 € le mètre carré. Et il n'y a plus de questions? C'était la dernière? Une autre question, du coup. Il y a combien de décalage entre les épisodes et le présent? Donc, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, j'ai fait une vidéo qui était en septembre et nous sommes en février, ce qui fait à peu près 5 mois de décalage, sachant que j'ai d'autres vidéos qui sont beaucoup moins intéressantes, je pense, qui sont la préparation pour la saison 2. Donc voilà, les petits préparatifs, et pendant certaines périodes, par exemple à Noël, mois de décembre, tout ça, j'ai pas fait grand chose, où j'ai fait des petits bouts de choses, donc là je devrais rattraper plutôt pas mal le retard si tout va bien. Voilà, écoutez, c'est tout pour les petites questions. Donc écoutez, j'espère que cette FAQ aura pu répondre à toutes vos questions. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas, vous pouvez les poster en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao!